Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impossible Critique, quasiment au réveil et environ un mois avant la sortie de Killers of the Flower Moon, si tout va bien car je fais cette vidéo bien en avance et avec la grève à Hollywood on ne sait jamais comment anticiper certaines décisions de report, mais quoi qu'il arrive ici, évoquons un Martin Scorsese qui a fêté cette année ses 30 ans, sorti en 1993, Le Temps de l'Innocence ou en version originale The Age of Innocence, adapté d'un roman sorti dans les années 20, écrit par Edith Wharton, et ici, on peut le dire, une œuvre qui, sur le papier, dénote dans la filmographie du monsieur, mais peut-être pas tant que cela, j'y reviendrai après. Au casting, par contre, à l'époque, de nouvelles têtes dans son cinéma, à savoir Daniel Day-Lewis, qu'il retrouvera 9 ans après dans Gangs of New York, Michelle Pfeiffer, mais aussi Winona Ryder, ça c'est les principaux. À leur côté, nous avons quand même Geraldine Chaplin, Miriam Margolyes, qui ensuite fera le professeur Chourave dans les films Harry Potter, pour la situer, Richard E. Grant, mais aussi Robert Sean Leonard, que vous aviez vu 4 ans avant, dans Le Cercle des Poètes Disparus, le rôle principal des jeunes étudiants. Citons aussi la présence de Jonathan Pryce et de Michael Gough, qu'on voit vite fait. Et donc oui, c'est très classique pour du Scorsese, sur le papier, un drame romantique si on veut, qui se déroule vers 1870 et les années qui suivent, dans une haute société new-yorkaise. Alors on est quand même à New York, les obsessions scorsésiennes ne sont jamais vraiment loin. Et on va suivre un jeune avocat, Newland Archer, très beau nom, qui s'apprête à épouser la jeune femme d'une famille qu'il côtoie souvent, union de raison plus que d'amour peut-être. Sauf que va débarquer dans sa vie et dans cette société une jeune femme blonde, qui dénote déjà par la couleur de ses cheveux dans le film, la comtesse Helen Olenska, jouée par Michelle Pfeiffer, qui revient, on va dire, d'un mariage difficile avec un comte européen. Et le fait qu'elle s'émancipe de son mari comme ça, c'est très mal vu. Donc quand elle fait son retour dans la société, elle n'est pas très acceptée. Beaucoup de ragots et de rumeurs. On l'observe de loin avec les jumelles. Regardez, elle est là, quelle honte! Sauf que Hélène et Newland se connaissent d'enfance. Ce sont des cousins-cousines. Mais bon, dans cette société, ils sont tous plus ou moins cousins-cousines. Et ils vont se rapprocher. Tant et si bien que Archer, qui en public paraît très conforme comme les autres, en privé questionne plus cela, selon certaines discussions, et son rapport à l'art aussi, intéressant. Eh bien, en revoyant Hélène, pas mal de ses convictions sur le papier vont bouger, et ils vont vivre une certaine passion, potentiellement un amour interdit. Va-t-il céder à cette comtesse ou accepter son sort, et donc épousailler cette jeune fille d'une bonne famille? Et on va suivre ainsi le film comme ça, qui va évoluer, et beaucoup de relations humaines qui vont forcément bouger un petit peu, à l'image de cette intro chapeautée par Saul Bass, des fleurs qui épanouissent et qui, comme ça, en pleine floraison, justement, va-t-il y avoir cette libération-là, ou au contraire, le carcan va-t-il l'emporter? Dans un certain sens, Scorsese tente autre chose. Oui, ça c'est clair, sur le plan esthétique, il y a des trucs qu'il n'avait jamais vraiment fait, mais quand même, c'est un grand cinéaste qui connaît le cinéma et qui a su s'inspirer de beaucoup de choses, donc c'est pas si étonnant de le voir dans ce style-là. Mais on est quand même dans un film scorsésien. Et c'est intéressant parce que quand je l'avais découvert il y a une vingtaine d'années, en études d'ailleurs, à l'université, bon, j'étais pas hyper fan, non c'est sûr, mais parce que forcément avec l'analyse et tout, ça te sort un peu du film parfois. Mais là en le revoyant pour la première fois depuis, ce ne sera pas mon Scorsese préféré. Mais par contre, il y a beaucoup de brio derrière et un travail de minutie extrême. Et ça se passe à New York, donc déjà il y a quelque chose qui l'intéresse. Bon, il avait déjà envie de faire Gangs of New York à l'époque, et donc triturer l'histoire de cette ville qu'il connaît bien et qu'il avait déjà mise en scène plus contemporainement dans certains de ses métrages préalables, bien sûr. Pas pour rien, à mon avis, Daniel Day-Lewis, là, quand il l'a fait jouer là et tout, il l'a gardé en tête pour son projet qu'il a pu enfin mettre en place 9 ans après. Mais il y a aussi l'idée du rise and fall dans une société cloisonnée avec ses règles précises. On n'est pas loin ici d'une forme de mafia, mais ce n'est pas la mafia. Et d'un personnage qui, au top du sommet de sa popularité, puisqu'il a réussi à être conforme là, va commencer à se fissurer un petit peu, et cette société avec l'apparition de Hélène,
et la chute potentielle de cette très haute bourgeoisie new-yorkaise, ici s'insuffle par certaines nouvelles règles potentielles, venues d'Europe souvent, qui confèrent d'ailleurs à ce film un magnifique regard paradoxal sur l'Amérique, parce que l'Amérique c'est le pays des paradoxes. C'est censé être le nouveau monde où justement beaucoup de gens se sont émancipés, mais là on est plus dans des codes ancestraux, alors qu'en Europe on évolue déjà ailleurs, avec l'arrivée de cette comtesse qui amène un petit peu cette folie-là, entre guillemets. C'est très intéressant ça, et le fait que le personnage principal s'appelle Newland est encore plus amusant. Bref, et donc, chute ou non, bonne question, et cette société qui étouffe les gens, à l'image donc des clans de gangsters dans beaucoup de films de Coppola. Hein. Juste avant, un des films avant, il y avait Les Affranchis quand même, dont il reprend certains codes, notamment visuels sur certains plans séquences, on sent quand même qu'il sort des Affranchis aussi Scorsese. Hein. Et ici justement nous avons un personnage principal qui tente de s'affranchir de ces certitudes-là, tout en se disant qu'il ne pourra pas vivre sans vraiment s'y conformer. C'est un gros dilemme et paradoxe, magnifiquement interprété d'ailleurs par Daniel Day-Lewis. Donc il y a, oui, c'est scorsésien quand même, mais avec une touche plus old school, et des influences, si vous voulez, puisque dans cette société qui commence à se mourir et à s'effriter, on va songer au Guépard de Visconti, qui est un de ses films préférés, donc de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et sur le plan esthétique, sur la photographie, mais aussi l'éclairage, etc., même des décors extérieurs d'ailleurs, on va bien sûr songer au Barry Lyndon Stanley Kubrick, je crois que c'est un de ses Kubrick préférés, donc évidemment, on en est là, et c'est vraiment un très bel héritier de ces deux films-là, Le Temps de l'innocence, et c'est vraiment du pur cinéma à vivre, comme ça, en s'imprégnant des atmosphères, des images et de la mise en scène, du montage aussi, évidemment. L'utilisation des caméras, avec pas mal de panoramiques qui font référence au motif de la valse. À un moment, il y a une ellipse de plusieurs années où on tourne comme ça. C'est un peu enivrant, justement, voir comment le personnage a vécu ce saut dans le temps, avec le poids peut-être d'une décision qu'il a dû prendre. Donc c'est parfait, bien sûr. Aussi, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est le détail de reconstitution. Bon, on en revient à Barry Lyndon et au Guépard aussi, mais tout ici est fait avec minutie. La préparation du film a pris plus de 3 ans. Scorsese, dans le souci du détail, a appelé pas mal de professionnels pour qu'on respecte l'étiquette des repas, des rencontres, etc. Donc chaque acteur, actrice, même très secondaire, a dû bosser pas mal de choses. Daniel Day-Lewis s'est mis à fond dans le personnage aussi, en l'étudiant pendant des semaines. Ça se sent, parfois même justement c'est presque trop codifié, mais on s'y croit. Il y a presque l'aspect documentaire, une caméra qui aurait voyagé dans le temps, et on est vraiment dans les années 1870. C'est la force de ces films historiques aussi, je trouve, donc c'est très bien. Et voilà, et donc après l'histoire se déroule avec beaucoup de tensions forcément sentimentales. C'est intéressant de voir les deux femmes principales qui sont opposées, mais qui ont quand même elles-mêmes leur façon de penser. Moi j'aime bien la dichotomie et la profondeur qui ne m'était pas apparu vraiment la première fois que j'avais vu le film, du personnage de Winona Ryder, qui a l'air donc toute innocente comme ça, et pas libre de penser par elle-même, oui, mais on voit qu'elle a un côté très fort, elle a appris à manipuler, entre guillemets, grâce aux conventions qu'elle connaît depuis toute petite. Vous avez aussi ce personnage, la matriarche, presque la marraine, enfin le parrain version femme de ce genre de film-là. Vous voyez, le côté société de gangsters, on n'est pas loin, hein, joué par Myriam Margolyes, Madame Mingot, extraordinaire. Elle est toujours dans sa chaise, elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas bouger, elle a ses chiens et tout, c'est un peu la reine d'Angleterre, quoi, mais c'est la reine Victoria, si vous voulez, même, hein, et c'est elle qui chapeaute le tout, quoi. C'est très fort. Il y a des moments, on va songer à ce que fera Cameron avec Titanic après, mais on est déjà justement dans une société qui est sur le déclin, et Cameron le montre un petit peu, hein, avec ces nouveaux riches qui viennent perturber l'ancienne société. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'avoir cette lecture-là. Ça montre justement qu'à partir des années 1870, il y a un déclin, un fall, que Scorsese entame ici et qui aura sa répercussion au début des années 1910, etc. Voilà, donc,
Je vais pas aller dans les détails, mais tout est très important. L'utilisation de la musique, bien évidemment. Elmer Bernstein, je crois que c'est lui le compositeur, qu'il avait déjà utilisé pour Cape Fear. Il y a aussi le détail de l'opéra au début, Faust de Gounod, pas hasardeux non plus, la façon d'observer la scène de loin, mais d'observer le public plus que la scène, parce que c'est l'occasion pour ces gens-là de voir qui est avec qui fait quoi. C'est plus important que ce qui se passe au niveau de l'art qui est mis en place sur la représentation. Les tableaux aussi, très beaux tableaux qui disent beaucoup de choses justement sur un certain regard, et parfois des tableaux un peu interdits. On va à un moment dans une réception où il y a quelqu'un qui va briser les conventions un petit peu et qui est mal vu, mais quand même il est riche, donc voilà. Plein de petits détails là-dessus, ça fourmille, c'est vraiment un cinéma très précis et remarquable. Alors ça ne sera pas mon Scorsese préféré, bien sûr que non, mais franchement, il s'inscrit de façon très intéressante dans sa filmographie et son rapport au cinéma. Donc c'est à voir, Le Temps de l'innocence, et ça prouve que, oui, M. Scorsese aura été dans sa carrière un metteur en scène bien plus versatile que beaucoup de gens pourraient le croire. Voilà. Non, il n'a pas fait que des films de mafieux et de gangsters, même, c'est juste une assez importante, certes, mais quand même minorité de ses travaux. Donc voilà, Le Temps de l'innocence, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du livre aussi, que je n'ai jamais lu au passage, bon, pourquoi pas un jour, et on en discute bien sûr ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao!